Merci à HTAP France de nous proposer de se retrouver virtuellement ce jour. Merci à Maggie Suras et à toute l'équipe HTAP France. Alors moi, je suis le docteur Renard et non pas Renoir. J'ai beaucoup d'admiration pour les Renoirs en général, père et fils. Voilà, donc on va, si vous voulez bien, essayer de définir simplement ce qu'est l'hypertension pulmonaire. Et c'est pas évident pour les médecins de l'expliquer forcément aux patients. Et c'est pas forcément facile pour les patients, j'imagine, de comprendre ce que disent les médecins. Alors j'ai voulu illustrer cette approche de manière un petit peu ludique, on va dire, pour essayer de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas spécialistes ce qu'est l'hypertension pulmonaire et notamment comment elle se distingue de l'hypertension artérielle qu'on connaît tous. Donc le plan que je vous propose, il sera en 3 parties. Les 2 premières seront courtes et la troisième se fera après l'intervention du docteur Colté. Donc, qu'est-ce que la circulation normale? Donc, la circulation, c'est le passage du sang à travers tous les organes de l'organisme. Et pour cela, nous avons tous une pompe qui s'appelle donc le cœur, bien sûr, avec deux compartiments. Un compartiment gauche, qu'on appelle le cœur gauche, qui va délivrer une forte pression dans les vaisseaux et permettre au sang de circuler dans tous les organes pour les oxygéner et les alimenter de différentes substances. Une fois les échanges faits au niveau des tissus de l'organisme, le sang dépourvu de son oxygène et de ses nutriments, plus ou moins, va revenir dans le cœur, mais dans le cœur droit, pour être éjecté vers les poumons. Et là, il va se réoxygéner avant de repartir pour un tour. Donc c'est ce qu'on appelle une circulation fermée et qui se fait à débit constant, c'est-à-dire que tout ce qui passe là passera là. Ça, c'est le circuit sanguin normal. Que se passe-t-il lorsque on a une hypertension artérielle? Eh bien, vous voyez que l'hypertension artérielle, ici en rouge, concerne des anomalies de la circulation rouge, c'est-à-dire du sang oxygéné, entre le cœur gauche et les organes qu'il perfuse, alors que l'hypertension artérielle pulmonaire concerne le circuit du sang bleu, c'est-à-dire entre le ventricule droit, le cœur droit, et les artères des poumons où les échanges gazeux se font. Alors, la différence des deux, elle concerne bien sûr ces deux circulations différentes, et pour l'illustrer, en cette période printanière, je vous propose une petite parabole de jardinage. Tout d'abord pour l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle classique, donc qui concerne le circuit rouge, finalement, ça correspond à une rigidité excessive de nos vaisseaux, qu'on pourrait ici associer à un tuyau. Et vous voyez bien que si le vaisseau devient rigide et perd sa souplesse, eh bien, on va passer d'un écoulement doux à un écoulement plus dur, plus fort. Et comme la pompe du cœur gauche est assez robuste, elle va continuer à envoyer l'eau dans le tuyau, mais il va sortir avec plus de pression. Et lorsqu'on a plus de pression, eh bien, si on arrose ces fleurs, ici en bas à gauche, je crois que ce sont des pivoines, vous allez abîmer vos fleurs, et que si vous les arrosez avec amour et un débit adapté, et une pression adaptée, surtout, vous allez obtenir un joli massif. Alors, quand on rattache ça à la circulation des vaisseaux et à l'organisme, eh bien, cette rigidité excessive du tuyau va engendrer des lésions de plein d'organes, le cerveau, le cœur, le rein, et pour aboutir à différentes maladies que tout le monde connaît, l'AVC, l'infarctus et l'insuffisance rénale. L'hypertension pulmonaire, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit donc d'une atteinte du circuit bleu, du circuit entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et surtout au niveau des artères pulmonaires, avec une forme d'encrassement progressif. Là, ici, c'est des coupes de tuyaux, vous l'avez vu évidemment, qui vont diminuer la partie du vaisseau, donc du petit tuyau qui est dans le poumon, et ça va perturber le passage du sang par rapport à un tuyau normal. Sauf que la pompe du cœur droit, elle n'est pas aussi forte que la pompe du cœur gauche, et elle va se laisser rapidement déborder. D'où,
va dire, une panne. Ici, c'est une machine à laver, vous l'avez vu. Et ça déborde. Et ça déborde, ça veut dire qu'on peut avoir un linge qui sera mal lavé. On peut dire que c'est le sang qui est mal oxygéné. Et aussi des fuites. Ça pourrait être, pour ceux qui connaissent ça, la rétention d'eau et les œdèmes au niveau des jambes. Alors, si on zoome un petit peu sur cette histoire de poumons malades, vous voyez ici que sur un poumon normal, on a des artères qui sont ici en bleu normales, avec un sang qui circule normalement. Et en situation d'effort, le cœur, qui pompe toujours plus vite et toujours plus fort, est capable de faire circuler le sang à grande vitesse, à grand débit dans tous ses organes, et ça ne pose pas de problème. Quand vous êtes malheureusement atteint d'une hypertension pulmonaire, quelle qu'en soit la cause, vous avez des artères, vous l'avez compris, qui sont devenues moins souples et surtout plus petites, et qui vont s'opposer et empêcher le sang de circuler comme on le souhaiterait, notamment en situation d'effort, avec un cœur qui peine beaucoup et qui va rapidement se dilater et présenter des signes de faiblesse et l'incapacité pour vous patients, de vous adapter à l'effort, et pas seulement au jogging, mais parfois juste à la marche. Voilà, donc ça c'était, je pense, pour moi en tout cas, une façon d'illustrer les choses, puisqu'on nous a demandé d'essayer de faire un petit peu ce distinguo entre l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle pulmonaire. Merci, je crois que je vais passer la parole au docteur Côtelet. Alors, moi, j'ai été chargée de présenter les différents groupes d'HTAP, pourquoi on a mis cette pathologie dans des groupes différents, comment s'y retrouver et pourquoi c'est important. Donc, j'essaie de faire défiler, ça ne marche pas. Voilà. Alors, tout d'abord, je commence par une diapositive beaucoup moins sympathique que celle de Sébastien, qui montre qu'effectivement, il a été élaboré une classification internationale proposant 5 groupes d'hypertension pulmonaire. Alors, quel est le rationnel de cette organisation? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait différentes pathologies qui avaient des similitudes dans la présentation clinique, donc comment se présente le patient, sur les mécanismes de survenue de cette hypertension pulmonaire et des similitudes sur les traitements qu'on pouvait proposer. Comme vous le voyez, il y a donc 5 groupes différents et au sein du même groupe, on a un mécanisme de survenue de l'HTP qui est identique, un traitement qui est identique et une présentation clinique relativement identique, malgré des pathologies très diverses. Dans l'HTA-AP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, où la problématique va se trouver au niveau des toutes petites artères pulmonaires qu'on appelle des artérioles, qui sont toutes petites. On va avoir un nombre de pathologies très différentes qu'on peut regrouper sous ce même item. À côté de ça, nous avons des hypertensions pulmonaires. Il n'y a plus le A, hypertension artérielle pulmonaire, mais hypertension pulmonaire, tout simplement parce que la maladie initiale n'est pas au niveau de l'artériole, mais au niveau d'autres organes, comme le cœur gauche, comme vous l'a montré le docteur Renard tout à l'heure, ou comme les poumons. On parle d'HTP associé aux cardiopathies gauche ou aux maladies respiratoires. Et puis un quatrième groupe qui correspond à une obstruction artérielle, et à ce moment-là, pas dans les artérioles, les tout petits vaisseaux pulmonaires, mais dans les artères d'un peu plus gros calibre, une obstruction qui peut par exemple être liée à des séquelles d'embolie pulmonaire. On y reviendra. Donc j'ai résumé, il y a différentes formes d'hypertension pulmonaire, comme on l'a vu, l'HTAP, qui correspond au groupe 1 et à toutes les pathologies regroupées dans ce groupe 1, où l'atteinte initiale est celle de l'artériole pulmonaire et qui est remaniée, modifiée pour tout un tas de raisons, qui aboutit à un remodelage vasculaire et à une obstruction de la lumière des artérioles pulmonaires. Un autre groupe qui regroupe les groupes 2 et 3, qui sont des hypertensions pulmonaires secondaires à une maladie d'organes différents, le cœur gauche ou le poumon, et des hypertensions pulmonaires liées à une obstruction des artères pulmonaires et le plus souvent liées à une maladie post-embolique. Alors, pour revenir assez rapidement, mais tout de même, sur les différents groupes, le premier, c'est le groupe appelé hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez qu'il regroupe différentes pathologies. Ce groupe a pour module commun des modifications au niveau de la paroi artériolaire où se produit sous l'influence de différents facteurs
en général sécrétées par les cellules qui tapissent l'intérieur des artérioles, qu'on appelle les cellules endothéliales, qui sécrètent des facteurs qui vont favoriser la vasoconstriction, c'est-à-dire la fermeture de l'artériole, l'hypertrophie des cellules musculaires lisses qui font partie de la paroi de l'artériole et qui s'hypertrophient, et une prolifération du tapis interne du vaisseau qu'on appelle l'intima. C'est la première couche à l'intérieur du vaisseau qui prolifère. L'ensemble de ces manifestations va entraîner une réduction du calibre des artérioles pulmonaires, donc une résistance à l'écoulement du sang et une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Les causes qui sont responsables de cette atteinte sont multiples. Elles peuvent associer la prise de certains médicaments, comme le Mediator, comme certains traitements de chimiothérapie ou des interférons, des causes génétiques avec certaines mutations, comme le BMPR2, dans les formes d'HTAP héritables, l'inflammation pour des maladies connectivites, sclérodermie ou VIH. En tout cas, quelle que soit la cause, on aboutit à une anomalie de fonctionnement des cellules endothéliales, de ces cellules à l'intérieur des vaisseaux, qui aboutissent à ces modifications du vaisseau. Et le traitement va être identique pour toutes les pathologies qui sont incluses dans ce groupe 1, qui est un traitement médicamenteux par voie orale, par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse selon la situation. Par la suite, nous avons aussi les groupes 2 et 3. Là, la problématique, on l'a dit, est celle d'un organe. La problématique n'est pas l'artériole pulmonaire comme dans la CAP. Il faut traiter l'organe qui ne fonctionne pas. Donc, dans le groupe 2, c'est le cœur gauche qui est insuffisant, qui est trop fatigué pour travailler correctement. Et dans les groupes 3, c'est l'HTP lié aux maladies respiratoires, c'est l'atteinte du poumon, du tissu pulmonaire qui va être responsable de l'hypertension pulmonaire. Concernant les cardiopathies gauche, comme vous l'a expliqué Sébastien à l'instant, le cœur gauche, qui est une pompe, ne fonctionne pas bien et le sang n'a d'autre moyen que de stagner en amont de cette pompe qui dysfonctionne. Il va stagner dans les veines pulmonaires, dans les capillaires pulmonaires qui servent aux échanges respiratoires et en amont encore, le sang va engorger les artères pulmonaires, les artérioles pulmonaires. Donc, il est évident qu'on ne va pas traiter au niveau de l'artériole, mais on va traiter la cause. Et donc, ce sera le traitement de l'insuffisance cardiaque qui va permettre d'améliorer les patients souffrant d'HTP par insuffisance cardiaque. Dans le groupe 3, celui des maladies d'HTP liées aux maladies respiratoires chroniques, entre autres, la maladie, ce qu'il faut traiter, c'est le poumon. C'est le poumon qui est malade et c'est la maladie du poumon qui est responsable d'un manque d'oxygène dans le sang. Et ce manque d'oxygène va générer une vasoconstriction des petites artérioles pulmonaires et un remaniement local qui va aboutir à un épaississement de la paroi des artérioles et de nouveau à une hypertension pulmonaire. Donc, ce qu'il est nécessaire de traiter, c'est vraiment la cause initiale, c'est-à-dire la maladie respiratoire. Dans l'HTP lié à une obstruction artérielle pulmonaire, on va surtout évoquer la maladie thromboembolique chronique ou HTP-TEC. La cause, là, c'est l'existence d'un caillot sanguin dans le cadre d'une embolie pulmonaire, par exemple, qui va boucher les artères pulmonaires. Mais là, il ne s'agit pas des toutes petites artérioles pulmonaires comme on voit dans l'HTAP du groupe 1, mais vraiment des artères pulmonaires où le caillot va bloquer la circulation du sang. La plupart du temps, si l'embolie pulmonaire est reconnue, on va mettre des anticoagulants qui vont permettre d'éliminer progressivement ce caillot de sang, comme on le voit en bas. Hein, c'est vraiment du sang coagulé en rouge, comme ça, qui bloque l'intérieur des artères pulmonaires. Avec un traitement anticoagulant, la plupart du temps, l'embolie régresse et on retrouve un lit vasculaire artériel pulmonaire normal. Mais parfois, dans 2 à 4% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Ce caillot va perdurer, va s'organiser, va se fibroser et il va s'intégrer à la paroi même des artères pulmonaires. Donc, ça va faire une déviation, un bombement dans l'artère pulmonaire qui empêche le sang de bien passer. Là, le traitement va être différent de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Ce sera un traitement un peu plus mécanique, mais on y reviendra plus tard. Et puis le groupe 5, c'est un groupe un peu sur lequel on ne va pas s'étendre, puisque c'est une hypertension pulmonaire qui peut être liée à différents mécanismes, à plusieurs mécanismes associés les uns aux autres,
ou de mécanismes incertains. Ensuite, vous étiez posé la question de pourquoi nous mettre dans des classes fonctionnelles. Donc, je change un petit peu de sujet. Pourquoi nous mettre dans des classes fonctionnelles? À quoi ça sert? Donc là encore, la classe fonctionnelle, en fait, va nous permettre d'avoir une idée de l'essoufflement des patients, de leur dyspnée, dit en termes médicaux, et puis de leur gêne lors de l'effort. Ça se manifeste par de la dyspnée, l'essoufflement, mais aussi par de la fatigue ou par des palpitations, voire parfois des malaises. Donc, on a fait une classification de la classe 1, où les patients sont très peu symptomatiques, à la classe 4, où les patients sont complètement bloqués, même au repos, essoufflés au repos, ne pouvant pas faire quelques pas sans être extrêmement gênés. Et quel est l'intérêt de cette classification? Tout d'abord, quand on rencontre pour la première fois notre patient, choisir la classe fonctionnelle dans laquelle il se trouve permet d'évaluer sa gêne respiratoire. C'est un point très important pour nous, parce qu'en fonction de cette classe fonctionnelle, on va proposer au patient un traitement, mais qui ne sera pas le même si on est en classe fonctionnelle 3 ou en classe fonctionnelle 4 et en classe fonctionnelle 1. On sera beaucoup plus agressif si l'essoufflement est beaucoup plus marqué. Donc, c'est très important parce que ça nous permet de donner un traitement adapté à l'état actuel du patient. Et puis, une fois qu'on est traité pour une hypertension pulmonaire, une HTAP, on va être réévalué par cathétérisme. Et c'est vrai, et puis sur le plan clinique également. Et c'est très important d'évaluer le patient en classe fonctionnelle parce qu'on va voir s'il s'est amélioré ou pas. Le but étant de mettre tous les patients, si possible, en classe fonctionnelle 1 ou 2, où l'on a le meilleur pronostic. Donc, certains se posent la question. Moi, je suis en classe fonctionnelle 3. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux m'améliorer ou est-ce que je vais me dégrader quoi qu'il arrive? Donc, je crois que Dr Bauduit va pouvoir répondre à cette question, mais tout dépend. Le but, c'est vraiment d'associer des médicaments au maximum pour que le patient puisse s'améliorer, même s'il est initialement en classe fonctionnelle 3. Donc, il y a quand même, au niveau des traitements, des choses à faire et je pense que c'est pas… on peut aider les patients. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors. Je te laisse parler. Sébastien, tu reprends la main? Je crois que c'était Delphine qui continuait. Non, c'est moi, pardon. Oui. En fait, je crois, puisque tu avais l'exploration de l'HTP, que tu n'avais pas fait. Oui, ça. Autrement, on enchaîne avec les traitements. Hein. Ah oui, non, peut-être l'exploration. Je ne savais plus quel était le sujet exact de Delphine Bauduit de Nice. Donc oui, tout à fait, bien volontiers. Merci de on va peut-être passer à des questions-réponses. Enfin, s'il y a déjà des petites questions. Tout à fait. Et après, on enchaînera. Parce que sinon, ça va faire peut-être trop d'informations. S'il y a des personnes qui veulent me poser des questions. Absolument. Après, soit par chat, oui. Ouais, soit s'ils veulent prendre la parole. Si quelqu'un a une question, soit vous l'écrivez sur le chat. Alors, c'est en dessous de l'écran discussion. Alors, il y a une question sur le chat. Avez-vous une idée de la proportion des patients dans chacun des groupes, s'il vous plaît? C'est Valérie qui pose la question. Alors, une proportion des patients. Le groupe majoritaire, c'est vraiment le groupe 2, le groupe des insuffisances cardiaques gauche, qui dépasse vraiment en grosse proportion tous les autres. Le groupe 3 également. Je pense que le groupe 1 est peut-être un petit peu moins représenté. Je ne sais pas ce que tu dis, moi, Sébastien ou Delphine. Si je peux prendre juste la main, je vous montrerai une répartition de notre… Allez-y. En fait, si vous voulez, comme le docteur Coltet l'a bien dit, il y a beaucoup d'hypertension pulmonaire qui sont liées à des maladies cardiaques gauches banales et à des maladies respiratoires banales. Ces patients-là, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas vraiment dans les centres de compétences d'hypertension pulmonaire, sauf dans les formes très sévères, un peu plus que d'habitude. Donc, à la fois, ils sont nombreux, mais dans nos expériences de centres de compétences, ils le sont moins. Moi, c'est notre sentiment.
je suis cardiologue, donc on est dans un service de cardiologie où beaucoup de cardiaques ont des hypertensions pulmonaires, on va dire normales, adaptées à leur maladie cardiaque. Ce ne sont pas forcément des gens qu'on va intégrer dans cette approche de proportionnalité des causes d'hypertension artérielle pulmonaire pour un centre de compétences. Mais c'est vrai qu'elles sont fréquentes. Si on s'intéresse aux hypertensions pulmonaires sévères, qui vont donner lieu à une prise en charge classique, comme on le fait, et avec des traitements, nous, on avait fait une petite étude sur notre population de patients, et voilà ce que ça donnait. Il y avait plus de la moitié des gens qui avaient une HTAP du groupe 1. En deuxième position, il y avait les HTP TEC. Voilà, c'était les deux principales causes. Et au sein des hypertensions du groupe 1, là, je n'ai pas le détail, mais on pourrait dire que les plus fréquentes, c'est les sclérodermies, si vous êtes d'accord, les maladies auto-immunes. Et aussi associées aux maladies du foie, et nous, en cardiologie, associées aux maladies cardiaques congénitales. Voilà, ça répond peut-être pas tout à fait à votre question, mais c'était un élément de réponse que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-il possible qu'une HTAP n'ait peut-être diagnostiquée à une échographie cardiaque? Si ça peut en être... fait, oui, si une échographie cardiaque peut passer à côté d'une hypertension pulmonaire. Alors, je suis cardiologue, donc je me permets de répondre à cette question, mais le docteur Baudu aussi pourrait répondre. Évidemment, dans les formes débutantes, les manifestations visibles en échographie cardiaque sont très, très minimes, et on peut passer à côté. On ne devrait pas, mais on peut passer à côté, surtout si le docteur, l'échographiste, n'est pas tout à fait sensibilisé à la demande ou à l'exploration des symptômes. Néanmoins, l'appareil d'échographie et les outils sont de plus en plus performants, et quand on est un petit peu expérimenté, il est quand même difficile de passer à côté du diagnostic, surtout sur une forme avec beaucoup de symptômes. Ça, c'est presque impossible. Donc, j'aurais tendance à dire, idéalement, non, on ne devrait pas passer à côté, mais dans de rares exceptions, oui, mais surtout dans les formes débutantes. C'est-à-dire celles qui donnent des symptômes d'effort pour des efforts importants. Même un cardiologue de ville ne pourrait pas passer à côté, parce qu'on sait qu'il y a certains cardiologues de ville qui ne connaissent pas l'hypertension pulmonaire. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu générationnel, parce que comme vous le savez, pour certains d'entre vous, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie qui, bien sûr, a toujours existé, mais qui s'est organisée, qui a été mieux expliquée aux médecins, aux patients depuis une vingtaine d'années. Et selon votre génération et votre formation en échographie, il est possible que tous les cardiologues ne soient pas sensibilisés de la même façon et expérimentés de la même façon face à cette recherche de maladie. Donc, je ne suis pas pour faire du jeunisme, ni être désobligeant avec nos aînés, mais je crois que ça peut être aussi un petit facteur de différence entre la ville et l'hôpital, ou entre des cardiologues plus anciens et plus jeunes. D'accord, merci. Donc, si vous le souhaitez, on peut continuer avec la suite de cet exposé qui va s'intéresser... On reprendra les questions après. Merci. Au bilan qui sera réalisé à l'hôpital pour vous, patients, lorsque votre HTAP est exploré. Alors, j'ai fait une liste de tous les examens qui vous seront proposés, peut-être pas à chaque fois, pas à chaque séjour, heureusement, mais régulièrement pour certains d'entre eux, plus exceptionnellement pour d'autres, lorsqu'on fait un bilan complet d'une hypertension pulmonaire. Alors, la plupart d'entre vous êtes familiers avec ces examens. Tout d'abord, l'électrocardiogramme, c'est un examen évidemment assez simple à faire, qui n'est pas douloureux, qui prend quelques minutes. Vous avez tous déjà eu cet examen, et qui pour nous, médecins, quand même, apporte certaines informations. Il y a des signes en faveur d'une hypertension pulmonaire qu'on peut voir à l'électrocardiogramme, avant même de faire une échographie, par exemple. C'est le cas chez ce patient.
Et ça peut nous donner des informations sur votre fréquence cardiaque. Si votre cœur est trop rapide, ça peut être un signe que vous êtes la forme plus sévère ou moins bien supportée, ou que vous manquez beaucoup d'oxygène. Et parfois, on peut faire ce qu'on appelle des arythmies cardiaques qui peuvent être vues même dans les hypertensions pulmonaires, c'est-à-dire que le cœur s'emballe et emprunte un circuit électrique anormal. Et à ce moment-là, ça peut être important de le savoir pour éventuellement faire un traitement spécial. Donc ça, c'est un examen qui est fait à chaque consultation, en cardiologie en tout cas, et qui est fait bien sûr au cours de chaque hospitalisation. L'échographie cardiaque, on vient d'en parler, c'est un examen qui est très important pour essayer de diagnostiquer en amont la suspicion d'hypertension pulmonaire. Donc c'est là qu'effectivement, il faut savoir rechercher des signes directs ou indirects d'hypertension pulmonaire. C'est un examen qui est tout à fait non douloureux, qui n'est pas irradiant. C'est basé à partir d'une sonde d'échographie, comme pour explorer n'importe quel organe du ventre, par exemple. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas d'injection de produit. Donc ça peut être répété à l'infini sans danger, et ça donne pour ceux qui l'utilisent énormément d'informations, notamment sur vos pressions pulmonaires, mais aussi sur la façon dont votre cœur se comporte en face de cette hypertension pulmonaire. Est-ce qu'il reste musclé? Est-ce qu'il montre des signes de défaillance, de fatigue, etc. Il est possible que vous ayez eu au cours de votre prise en charge ce qu'on appelle une échographie œsophagienne. En général, nous, on le fait une seule fois, c'est au moment du premier bilan, pour être sûr que l'hypertension pulmonaire ne soit pas associée à des petites communications dans le cœur qu'on peut avoir depuis l'enfance et qui peuvent donner des hypertensions pulmonaires. Et c'est très important de les rechercher parce que si c'est le cas, ça peut donner lieu à un traitement particulier, une fermeture de ces communications par différents modes, mais c'est très très important de le rechercher à titre systématique. Alors ça, c'est des examens, ce sont des images d'échographie qui ne marchent pas, tant pis, dommage, qui montrent un cœur ici. Donc ça c'est l'image d'un cœur en échographie, donc c'est du gris et du noir pour vous. Le noir, en fait, ce sont les cavités du cœur. Et ici, au milieu de l'écran, vous avez des cavités qui sont un peu joufflues, un peu grosses par rapport à celles qui sont ici. Et bien ça, c'est le cœur droit d'un patient qui a une hypertension pulmonaire évoluée, assez sévère, et avec un cœur qui devient très, très, très gros et assez mou, qui ne se contracte pas très bien. Quand on fait en examen, donc ça, c'est des images d'examen d'échographie par la bouche. Moi, ça ne tourne pas, il y a des soucis, qui montrent parfois des communications, des petits trous, ici en 3 dimensions, et qui sont très importantes à rechercher, comme je vous l'ai dit à l'instant. Alors, dans le cadre du bilan d'une hypertension pulmonaire, vous en avez déjà parlé, je pense qu'on en reparlera après, il est très 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 important d'éliminer les hypertensions pulmonaires du groupe 4, les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques, qui peuvent donner lieu à des prises en charge aussi particulières, de désobstruction, soit par une chirurgie, soit par l'angioplastie pulmonaire, si c'est le cas. Donc la scintigraphie a l'intérêt d'explorer très en détail la perfusion des poumons et rechercher des signes de caillots anciens notamment, qui parfois sont difficiles à voir au scanner. Donc cet examen, ça ressemble un petit peu à un scanner, sauf qu'on va vous injecter un produit et vous faire inhaler un produit. Et les médecins qui s'occupent de ça, qu'on appelle les médecins nucléaires ou les isotopistes, vont reconstruire des images de votre poumon avec la partie du poumon qui recevra l'oxygène, qui est ici normale, et la partie du poumon qui recevra le sang par les artères pulmonaires, qui ici montre des trous par rapport à cette référence. Donc le fait d'avoir des petits trous par-ci par-là, ça montre qu'il y a des séquelles de caillots. Donc ça, c'est un premier examen très important pour voir s'il y a des séquelles d'embolie pulmonaire. Et si c'est le cas ou en complément, on va réaliser un scanner des poumons. Un scanner des poumons, vous avez tous eu, quelle que soit la cause de votre hypertension pulmonaire, injecté avec de l'iode. Donc c'est important de bien dire si on est allergique à l'iode ou pas. Et qui va vous donner des informations très importantes sur les artères des poumons, qui sont ici en blanc, voir s'il y a des caillots, par exemple, ou d'autres anomalies, mais pas que sur les artères, aussi sur la partie du poumon qui reçoit l'oxygène, qu'on appelle le parenchyme, et les bronches, pour voir s'il n'y a pas une maladie des poumons sévère, comme vous l'a montré le docteur Côté tout à l'heure. Et enfin, lorsqu'on est vraiment, ou en parallèle, lorsqu'on est sûr d'avoir une hypertension pulmonaire
Bien sûr, le cathétérisme cardiaque droit est un temps incontournable de l'examen, qui est en général pas celui préféré des patients. Alors, selon les centres, il y a des abords qui sont par voie fémorale au niveau de la cuisse, parfois par voie jugulaire au niveau du cou, ou par voie brachiale au niveau du bras. Ça se passe en salle de cathétérisme, donc évidemment c'est toujours assez impressionnant parce qu'on est sur un lit un peu dur avec des scopes, et puis il y a des médecins autour de vous qui s'agitent avec des aiguilles et ces écrans de contrôle. Donc en général, encore une fois, je crois que ce n'est pas le moment préféré des patients, vous confirmerez sans doute, mais c'est très très important pour les médecins parce que ça permet de mesurer vraiment parfaitement les pressions, plus d'autres données comme le débit du cœur, le débit cardiaque, et ça va nous aider à adapter le traitement en fonction des résultats. Et parallèlement à ces examens un petit peu sophistiqués, on fait, vous l'avez tous eu plusieurs fois, des tests de marche de 6 minutes qui sont une façon très simple, peu coûteuse et assez intéressante pour les médecins de vous surveiller et de surveiller votre capacité d'effort sur un effort simple qui est la marche, en fait, la marche à plat. Et en plus de la performance que vous allez faire, c'est-à-dire le nombre de mètres parcourus, on s'intéresse aussi à votre essoufflement en fin d'effort. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de situer votre essoufflement sur une échelle de 0 à 10 et voir vos pulsations à l'effort et votre saturation à l'effort. Donc à l'hôpital, c'est pas toujours facile, le couloir n'est pas toujours aussi libre. Mais quand c'est le cas, c'est parfait. Donc, on réalise des allers-retours avec nos infirmières. Ici, c'est le couloir de la Timone à Marseille. Pour les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui sont moins fatigués, on aime bien compléter le test de marche par quelque chose d'un petit peu plus performant, qui est l'étude de l'oxygène sur un vélo. Donc, on étudie la performance musculaire, la performance ventilatoire, circulatoire, avec un certain nombre d'enregistrements. Et enfin, pas dans tous les centres, ni à chaque fois, mais on peut vous proposer de réaliser une IRM du cœur. Alors, une IRM du cœur, c'est un examen qui se passe dans ce gros tube. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu une IRM, que ce soit pour l'hypertension pulmonaire ou autre chose. Alors, c'est un tout petit peu long, assez pénible. Il ne faut pas bouger, il faut bloquer la respiration, il ne faut pas être claustrophobe, parce que c'est vraiment très, très étroit. Mais ça permet aux médecins d'avoir des informations très importantes sur la fonction cardiaque, ça fait les faiblesses, éventuellement sa capacité de récupération également. Voilà, donc je vous remercie, c'est ma diapositive finale. Donc c'était pour décliner avec vous tous les examens du bilan que vous pouvez être amenés à voir, soit une fois, soit plusieurs fois au cours du suivi. Si vous avez des questions, bien sûr, ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci. Oui, il y a des questions. Alors, la première question, c'est par rapport à ce que vous venez de dire là dans votre présentation. Vous avez parlé de trous, je lis la question. Hein. Vous avez parlé de trous entre les deux oreillettes cardiaques. Si j'ai bien compris, que l'on cherche au moment du diagnostic. S'il existe chez le patient, en quoi change-t-il la prise en charge? Alors, l'hypertension pulmonaire, l'HTAP, peut compliquer une communication entre les deux oreillettes, donc qu'on appelle une communication interatriale, et passer inaperçu toute la vie jusqu'au moment où l'HTAP s'installe. À ce moment-là, les patients ont des essoufflements identiques à une HTAP qui serait d'origine liée, enfin une maladie des artères, ce qu'on appelle l'HTAP idiopathique. Donc ça ressemble trait pour trait à une HTAP normale avec un essoufflement, des pressions pulmonaires élevées, un gros cœur. Sauf que lorsqu'on découvre cette communication, en fait, on sait que c'est elle qui est à l'origine de toutes les anomalies du cœur droit et des poumons. Et dans un certain nombre de cas, malgré l'hypertension pulmonaire, malgré la dilatation du cœur, on peut proposer une fermeture de cette communication, soit par un patch mis par des artères, soit les veines, soit par une chirurgie cardiaque. Et ça peut permettre une résolution complète, totale, des anomalies en quelques mois à quelques années. Donc vous imaginez bien que c'est évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce diagnostic. Et une ou deux fois par an, dans notre service en tout cas, on a des patients qui viennent pour un bilan d'hypertension pulmonaire d'allure un peu classique,
et chez qui on découvre par hasard, enfin pas par hasard puisqu'on fait cet examen, mais chez qui on découvre ce type d'anomalie. Et après une étude assez précise de la situation avec les chirurgiens et d'autres médecins spécialisés dans le domaine, environ 3 fois sur 4, on est à même de proposer une fermeture. Et ça peut se trouver chez des gens même âgés, hein, de plus de 60 ans, 70 ans. Donc ce n'est pas forcément un problème d'enfants ou d'adultes jeunes. Donc oui, on recommande de faire cet examen systématiquement au moins une fois au cours du bilan, pour ces raisons-là. Alors, la personne qui posait la question à propos du trou, entre guillemets, entre les deux oreillettes cardiaques, a aussi mentionné le FOP, donc, le foramen ovale perméable. Il me semble que c'est une situation différente, docteur. Oui, alors, oui, merci de préciser. Le trou dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle une communication interatriale. C'est vraiment, il manque une pièce entre les deux oreillettes. C'est ce qu'on appelle un défect, un manque de tissu de naissance. En général, ça fait plus d'1 centimètre ou 2 de large, et c'est ce qui est à l'origine de l'hypertension pulmonaire. De temps en temps, et c'est ce dont vient de parler Mélanie, on a, à cause de l'hypertension pulmonaire, une réouverture de FOP. Le FOP, c'est au niveau entre les deux oreillettes, c'est une paroi qui est assez fine. Donc, dans le premier cas de figure, je vous ai dit qu'il y avait un trou, donc c'est un trou entre les oreillettes, comme ça. Et le FOP, c'est en fait, c'est pas un trou, c'est juste que les deux feuillets qui ferment les deux oreillettes, quand il y a de la pression dans l'une ou dans l'autre, ça peut se décoller un peu. Et quand ça se décolle, ça fait une petite communication, mais c'est pas un trou, c'est pas un défect de tissu. Donc, ce décollement est intéressant à connaître, à reconnaître, parce qu'il peut vous donner des informations sur la sévérité de la situation. Ça peut expliquer, par exemple, qu'on ait perdu plus d'oxygène lorsque le FOP se réouvre, parce qu'il y a des courts-circuits de sang pas oxygéné vers le sang oxygéné. Mais en aucun cas, c'est une cible pour une fermeture. Hein, c'est plutôt une caractéristique d'évolution, mais qu'on peut rechercher par le TO ou pas d'ailleurs. Ça peut se faire aussi en échographie classique, juste avec un test au bulbe.